Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, je préfère vous prévenir d'entrée de jeu. Du coup, je suis universitaire. Je vais vous faire une présentation qui est un petit peu plus académique que pratique. Mais normalement, je vous promets, je ne devrais pas vous endormir. L'objectif, c'est que du coup, on voit ensemble c'est quoi le burn-out parental, quels en sont les signes pour que, en fait, vous, en tant que professionnel qui travaillez auprès des parents, vous puissiez les identifier. Et je vais vous présenter aussi quels en sont les facteurs de risque et les conséquences. Et puis, on conclura sur les pistes de prise en charge, du coup, de manière un petit peu résumée. Et du coup, juste pour prévenir, parce que je pense que c'est une information qui peut peut-être vous intéresser, je suis également responsable du DU Soutien à la parentalité, qui est porté par l'Université de Nîmes. Voilà, si jamais ça... Donc, ça me semble quand même important de commencer par un témoignage de parents. Moi, j'ai pas de vidéo à vous montrer, j'ai recopié à l'écrit les témoignages des parents. Donc, on a cette maman qui nous dit alors, quitter cette réunion pour aller chercher les enfants à l'école, rentrer à la maison, leur donner le goûter, puis repartir, conduire Louise à la danse et Marine à l'académie de musique. Foncer au magasin pour faire les courses, ramasser ce que Diego fait tomber, remettre dans les rayons ce qu'il attrape, rester calme quand il hurle qu'il veut des bonbons et que c'est pas juste. Profiter de l'attente à la caisse pour appeler le pédiatre, pour les vaccins des enfants et leur mamie pour savoir si ça lui convient toujours de s'occuper d'eux ce mercredi après-midi. Payer, aller chercher Louise à la danse et Marine à l'académie, rentrer, mettre Diego aux mains et houspiller les filles pour qu'elles comprennent, commencent leurs devoirs. Faire le dîner, tout en faisant réviser ses sciences à Louise. Ne pas s'énerver quand le téléphone sonne et que Paul annonce qu'il doit absolument... Tout va bien ? Régler un problème au travail et qu'il reviendra avec 1 heure de retard. Penser à la sortie en amoureux prévue ce samedi pour se donner du courage. Déjà, même en dehors des enfants à besoins particuliers, être parent, c'est pas simple. J'essaye de pouvoir répondre aux besoins de mes enfants, d'essayer de décrypter ce qu'ils ont envie, ce qui leur fait du bien, que ce soit au niveau de leur confiance en eux, au niveau de leur apprentissage. Et c'est pas toujours évident. Parce qu'on se rend compte que voilà, il faut être à la fois dans l'éducation, donc avoir des règles, et à la fois dans le lâcher-prise. Quand j'ai eu mon deuxième, il faut savoir que la première, elle est déjà très énergique. Et son frère, il est pire. Donc, c'est 2 boules d'énergie à la maison et les nuits, elles sont pas toujours faciles. Et donc, je suis assez fatiguée. J'ai pas de patience beaucoup avec eux et donc, quand j'ai tout juste envie de me poser, au retour du travail ou quoi, il faut gérer la crise, il faut gérer « Maman, 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 maman !» Je perds vite patience et je hurle. Et je me sens vite coupable après ça. Dans ces éléments, on va retrouver cette idéal parental. C'est quoi l'idéal parental? C'est quoi être un bon parent? On a une énorme norme de société qui nous dit c'est quoi être un bon parent? On devient parent, tout le monde il a des conseils à nous donner sur c'est quoi être un bon parent. Et il n'y en a aucun qui est identique. Pourtant, le burn-out parental, parce que des parents, il en existe depuis très longtemps, le burn-out parental, c'est un concept qui émerge depuis très peu de temps. Les travaux, historiquement, se sont basés sur une application du burn-out professionnel au milieu parental, et donc notamment auprès de parents d'enfants malades. Comme historiquement le burn-out professionnel a été étudié chez les professionnels soignants, et de la même façon, le burn-out parental a d'abord été mis en évidence auprès des parents aidants. Et donc notamment sur des parents dont les enfants ont vécu une transplantation cardiaque, une chirurgie cérébrale, des choses un petit peu lourdes quand même. Sauf que maintenant, on se rend compte que ça touche pas seulement les parents d'enfants malades, ça touche possiblement tous les parents. Donc les premiers travaux qui ont porté sur le burn-out parental, ça date de 95, mais si je compte, jusqu'à 2018, il y a 5 articles qui sont publiés sur le burn-out parental. Rien. On peut résumer à ça, quand même. Depuis 2018, le nombre de publications sur le domaine augmente de manière exponentielle. Il y en a de plus en plus. Donc, je vais pouvoir vous présenter aussi l'avancée des connaissances. Historiquement, du coup, sur les premiers travaux de 2017, le burn-out parental a été défini de la même façon que le burn-out professionnel, à savoir un sentiment d'épuisement émotionnel et physique. Le parent, il a
plus envie, il a plus d'énergie pour être avec son enfant. Un sentiment de distanciation émotionnelle, donc là plutôt des comportements qui vont, on va dire, bon bah alors ce qui je juge essentiel, je vais continuer à le faire. Donc par exemple, je vais continuer à faire à manger, on va continuer les comportements d'hygiène, on va continuer ça. Mais tout ce que je juge comme pas essentiel, bah je vais arrêter parce qu'en fait j'en peux plus. Sauf que ce qui est pas essentiel, c'est les câlins, c'est les bisous, c'est les chatouilles, c'est lire une histoire. C'est tous les comportements affectifs, eux vont disparaître. Et on a un changement, parce que le burn-out parental, c'est l'idée que ça change, hein, on n'est pas en burn-out parental à la naissance de l'enfant, c'est une perte du sentiment de compétence parentale. Sauf que ça, c'est vraiment le modèle tel qu'on l'a réappliqué du burn-out professionnel au contexte parental. Sauf que quand on est reparti du discours des parents, bah on s'est rendu compte que ce modèle, il n'est pas tout à fait vrai. Donc c'était pas celui-là qu'il fallait prendre en note, c'est celui-là. Donc, on va retrouver l'épuisement émotionnel et physique. Donc, vraiment, le parent, il a plus d'énergie. À l'idée de se lever le matin pour s'occuper de ses enfants, il a plus envie. J'ai une maman qui témoigne que elle a eu l'idée, elle a fantasmé l'idée d'avoir un cancer pour ne plus avoir à s'occuper de ses enfants. Parce que si elle a un cancer, elle doit aller à l'hôpital. Et pourtant, le cancer, c'est la maladie dont elle a le plus peur parce que sa mère est elle-même décédée d'un cancer. Mais elle voulait juste avoir une bonne excuse pour ne plus être la personne qui devait s'occuper de ses enfants. C'est quand même terrible de souhaiter avoir un cancer. C'est terrible quand même. On a une saturation, donc on n'a plus simplement l'idée que j'ai plus d'énergie. Ça, c'est ce qui est arrivé de nouveau avec ce modèle. C'est qu'il y a une absence de plaisir. Ok, je fais les choses avec mon enfant, mais en fait, ça ne m'apporte plus de plaisir. C'est plus satisfaisant. C'est plus épanouissant. Donc, il y a ce sentiment de contraste. Je ne me reconnais plus dans le parent que je suis maintenant par rapport au parent que j'étais avant. Cette dimension, elle est obligatoire. Vraiment, il faut que le parent, il ait ce contraste-là, il ne se reconnaisse plus. Et on va retrouver la distanciation émotionnelle telle qu'on l'a définie préalablement. Ça, c'est la même, ça bouge pas. C'est vraiment assez important. Notez-la bien, parce qu'on va voir qu'après, au niveau des conséquences, elle est très importante. Donc voilà, c'est quoi le symptôme, c'est quoi le syndrome du burn-out parental? Alors, généralement, quand on commence à le présenter, forcément, on a plein de questions. Oui, mais est-ce que ce serait pas des parents qui sont simplement déprimés? Est-ce que ce serait pas des parents qui ont un postpartum? Est-ce que c'est pas de la dépression? C'est pas de la dépression parce qu'on va le voir qu'au niveau des conséquences, elles sont pas du tout les mêmes. C'est pas de la dépression parce que quand on enlève les parents de leur contexte parental, ils vont bien. Le problème, c'est que quand j'ai un burn-out professionnel, je peux aller voir mon médecin qui me met en arrêt de travail pour que je sorte de mon contexte professionnel. Je peux pas aller voir mon médecin pour qu'il me sorte de mon contexte parental. Ça marche pas. Et donc, c'est pour ça aussi que les conséquences, on verra après, sont beaucoup plus graves. Donc, il y a des points communs avec les différents troubles émotionnels qu'on peut retrouver, mais il y a aussi des différences, ce qui montre bien que le syndrome de burn-out parental, c'est un syndrome qui existe à part entière. Et donc, tous ces travaux qu'on a pu réaliser là cherchent aussi à pouvoir montrer au niveau des institutions et notamment de l'OMS que c'est un syndrome en tant que tel. Alors, si je vous ai dit que le nombre de travaux sur le burn-out parental a augmenté ces dernières années, c'est aussi parce qu'en 2018, deux chercheuses de l'Université catholique de Louvain en Belgique, qui sont Moira Micolajac et Isabelle Roskam, ont créé un consortium international sur le burn-out parental qui regroupe des chercheurs de 42 pays. Donc du coup, moi, je suis sur la partie française avec 4 autres collègues. Et on a pu réaliser 3 grandes études sur le burn-out parental. Une première en 2018, une deuxième pendant la Covid-19 et la troisième qui est en cours actuellement. Pour l'instant, le recueil est en train d'être finalisé. En termes de prévalence, on a pu mettre en évidence que le burn-out parental semble à peu près concerner 6% des parents tout venant en France. C'est déjà pas mal, hein ? On n'est pas les pires.
Si vous regardez du coup le petit graphique qui a été présenté, donc on est rouge, on n'est pas ouf, mais il y a plus foncé que nous. On s'est posé la question, évidemment, 2 ans plus tard, pendant la période de confinement, pendant le premier confinement, suite à la Covid-19, si le Covid n'allait pas augmenter la prévalence du burn-out parental. Parce que là, du coup, ça voulait dire qu'on obligeait les parents à être avec leurs enfants. Moi, j'ai une maman qui m'avait dit, mais moi, j'ai pas fait des enfants pour passer autant de temps avec eux. Alors, je comprends, mais en même temps... un petit peu dommage. Eh ben, dans les faits, non. La Covid-19 n'a pas vraiment augmenté la prévalence du burn-out parental en France. En France, c'est pas le cas dans d'autres pays. Mais en France, ça ne l'a pas fait. En fait, en France, ça a augmenté simplement une des dimensions du burn-out parental, pas les 4. Et la dimension qui a augmenté, c'est la saturation. C'est la perte de plaisir à être avec ses enfants. Et on peut le comprendre. Alors, il y a une question qui se dit, ok, mais alors le burn-out, c'est ces 4 dimensions-là, ou c'est 3 en fonction de l'outil qu'on utilise. Mais est-ce que il y aurait pas des profils différents de burn-out parental? Est-ce qu'il faut avoir les 4 dimensions? Il y a plusieurs études qui ont été réalisées pour essayer d'identifier des profils de burn-out parental. Et globalement, ce qui se retrouve, c'est que les différents profils, c'est des profils de niveau. C'est ce que vous voyez. Normalement, ça se voit plutôt bien que ça marche en marche d'escalier, là, en crescendo, c'est les différents niveaux. Donc, du coup, c'est les profils intermédiaires qui vont nous intéresser. J'ai pas l'habitude, je suis désolée. D'habitude, c'est un point rouge, c'est plus facile. Et donc, du coup, sur les profils intermédiaires, donc qui sont pas encore en burn-out, mais qui pourraient être à risque de burn-out, où on va voir des différences de profil. On va voir des parents qui vont plutôt soit être épuisés, donc fatigués, vraiment plus d'énergie, mais les autres dimensions, ça va. Ou les parents qui vont avoir un contraste, un manque d'accomplissement parental, mais les autres dimensions, ça va. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qui explique ces 2 facteurs? Alors, on avait possiblement plein d'idées, mais qu'on n'avait pas mesuré dans ces études. Mais quelque chose qu'on mesure assez facilement, c'est l'âge des enfants, puisque ça fait forcément partie des questions qu'on pose. On s'est dit, peut-être qu'en fonction de l'âge des enfants, ça joue quand même. Et effectivement, bon, c'est pas énorme, mais ça joue quand même un peu. Ceux qui se sentent épuisés, mais efficaces et qui n'ont pas de distanciation émotionnelle, c'est les parents d'enfants tout petits. Et c'est normal, ils dorment pas beaucoup. Et les parents qui se sentent de moins en moins efficaces, mais pas épuisés, pas de distance, c'est des parents d'enfants plus grands. Ça fait du sens. Donc, si jamais ça vous intéresse de pouvoir mesurer ce burn-out parental, il existe différents outils qui ont été validés. Alors, je vous ai mis le premier, mais avec l'idée qu'il faut plutôt utiliser le second. En fait, je vous explique pourquoi. C'est que le premier, il a donc été créé sur la base d'un outil qui est le Maslach Burnout Inventory, donc au niveau du burn-out professionnel, et qui est payant, qui est édité par une maison d'édition qui s'appelle Man Garden. Et quand Isabelle et Moira l'ont créé, l'ont traduit pour mettre sur le burn-out parental, Man Garden a dit « à nous ». Du coup, elles ont dit « d'accord, pas de problème, gardez-le, on en fait un autre ». Et donc, elles ont créé le Parental Burnout Assessment, qui, lui, est en 4 dimensions et qui est gratuit, que vous pouvez télécharger gratuitement sur Internet. Si vous le trouvez pas, vous m'envoyez un mail, je vous l'envoie, il n'y a pas de souci. Et lui, qui, du coup, vous pouvez utiliser avec les parents en entretien. Et vous avez un dernier outil qui peut être assez utile, c'est d'identifier quels sont les facteurs de risque et les ressources dont le parent dispose. Parce que, du coup, on va s'intéresser un petit peu maintenant à qu'est-ce qui cause le burn-out parental. Donc la première fois que votre bébé vous dit « Maman, c'est le plus beau jour de votre vie. Aujourd'hui, ce n'est plus un mot que je suis heureuse d'entendre. Maman est devenue une torture. » Alors le paradoxe du burn-out parental, c'est que souvent il guette le parent qui à trop vouloir bien faire, à vouloir être un bon parent, va s'épuiser
et va possiblement devenir un mauvais parent, entre guillemets, en tout cas un parent épuisé. L'idée du burn out, c'est bien burn de l'anglais brûler, c'est que j'ai brûlé toutes mes ressources avant d'être en burn out. On dit qu'on est en burn in, c'est-à-dire que ok, je brûle, j'ai encore du carburant, je sens que mon ratio entre combien je le fais le plein et combien je dépense, il est pas bon, mais pour l'instant j'en ai encore. Le burn out, c'est quand j'en ai plus. C'est j'ai franchi la ligne. Et donc, l'idée, c'est que le burn-out, c'est un déséquilibre de stresseurs et il va guetter le parent qui a trop consommé ses ressources, qui a voulu répondre à trop de demandes et qui n'y est pas arrivé. Et donc, c'est très important quand on travaille auprès des parents épuisés, qui sont en burn-out parental, de leur demander c'est quoi pour eux être un bon parent et de retravailler sur leurs croyances associées à être un bon parent. Du coup, on peut retrouver sous ce forme de schéma l'idée que le burn-out parental, il se manifeste quand dans cette balance entre mes ressources et les demandes auxquelles je dois faire face, j'ai un déséquilibre qui se maintient dans le temps, qui se chronicise vers les demandes qui te prennent plus de place. Et c'est pas l'idée que j'ai une demande qui est plus importante que les autres. Je pourrais avoir par exemple l'idée que mon enfant a des besoins particuliers. C'est une demande qui est plus importante qu'autre chose. Oui, mais en fait, c'est pas le poids qu'elle a dans la balance. Ce qui va jouer vraiment sur le burn-out parental, c'est l'accumulation des demandes. C'est pas l'importance des demandes. Et donc, ce qui explique qu'on trouve effectivement des parents en burn-out parental qui ont des enfants avec des troubles du neurodéveloppement, notamment, et d'autres qui ont des enfants avec des troubles du neurodéveloppement qui ne sont pas en burn-out parental. C'est vraiment l'accumulation qui va faire la chronicité et donc le trouble. Donc, il y a plusieurs facteurs de risque. Alors, les premiers qui sont généralement étudiés, c'est les facteurs de risque sociodémographiques. Typiquement, première question généralement quand je suis en congrès qu'on me pose, c'est est-ce que ça concernerait pas juste les mamans ? Est-ce que ce serait pas un burn-out maternel plutôt qu'un burn-out parental ? Bah non, c'est un burn-out parental. Ça peut aussi bien concerner les papas que les mamans. Donc du coup, on a d'autres facteurs qui sont étudiés, notamment le nombre d'enfants, l'âge des enfants, l'âge du parent. Est-ce que c'est une famille, le type de famille recomposée, biparentale, monoparentale, pluriparentale ? Est-ce que l'écart d'âge entre les enfants, le niveau économique, le niveau d'éducation des parents, tous ces facteurs, je vous ai mis les résultats pour ceux qui arrivent à les lire, mais en gros, c'est vraiment très très faible. Ça joue très 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 peu. Très peu d'importance sur le fait d'être en burn-out parental ou pas. Personnellement, ça m'arrange. Parce que tout ça, c'est des facteurs sur lesquels j'ai aucune influence. On est d'accord que je ne peux pas changer le sexe du parent, l'âge des enfants. Je sais pas faire ça. Par contre, les facteurs qui vont avoir plus de poids, c'est des facteurs psychologiques, c'est des facteurs contextuels, des comportements, des croyances. Et ça, je peux jouer dessus. On va retrouver tout ce qui est désorganisation parentale, familiale, tout ce qui est perfectionnisme, cet idéal parental dont je vous ai parlé au début. C'est quoi ? Il faut absolument bien faire. Absolument. Non. De temps en temps, si on se loupe, c'est pas grave. Il faut la relation entre les coparents. Et là, je parle bien des coparents, qui sont pas forcément la relation conjugale. Même si, du coup, la qualité de la relation conjugale a aussi un lien, mais beaucoup moins fort. Ce qui est important, c'est la relation coparentale, qui peut être tout à fait bien, même si les parents sont séparés. Le conflit travail-famille, l'intelligence émotionnelle, donc cette capacité à pouvoir utiliser et réguler nos propres émotions et celles des autres. Ou encore le soutien social. Et dans le soutien social, c'est pas le soutien social objectif, c'est la perception de la qualité du soutien social reçu. Et ça, ce sont des très gros prédicteurs du burn-out parental. C'est ça qui joue le plus. Là, c'est des résultats qui sortent de méta-analyse, parce que du coup, il y en a quand même beaucoup de papiers maintenant sur les facteurs de risque et de protection du burn-out parental. Ça, je peux avoir confiance dans ces résultats-là. Alors sur des aspects plus contextuels ou alors des facteurs liés au fonctionnement de l'enfant, notamment
est-ce que la présence d'un trouble du neurodéveloppement augmente le risque d'avoir un burn-out parental? Alors pour l'instant, je vous présente les résultats d'une étude qui n'est pas encore publiée, mais parce qu'à ce jour, j'ai pas d'études publiées sur les parents d'enfants présentant un trouble du neurodéveloppement. Donc là, on en a fait une avec des anciennes étudiantes à moi du master de psychologie de Nîmes. Et donc voilà, donc je vous présente un petit peu leurs résultats. Donc là, l'idée, c'est que on a fait passer notre questionnaire en ligne et on a demandé évidemment les enfants, est-ce qu'ils présentent des troubles du neurodéveloppement? Et puis il y avait aussi, parce que mon étudiante, elle avait l'hypothèse que le fait que l'enfant présente un haut potentiel intellectuel soit aussi un facteur de risque. On en a beaucoup discuté parce que moi, j'étais pas du tout d'accord. Et moi, j'ai dit non, c'est censé être un facteur protecteur. C'est avoir un haut potentiel intellectuel, c'est que normalement, je comprends bien mieux les règles de mon environnement et donc j'arrive mieux à m'y adapter. Donc si j'arrive mieux à m'y adapter, normalement, mon parent devrait répondre à moins de demandes, donc moins un risque de burn-out parental. Et là où ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, les parents qui sont le plus en burn-out parental, ce sont les parents qui ont des enfants avec un haut potentiel intellectuel et des enfants avec un trouble du neurodéveloppement. Et effectivement, finalement, ça fait sens parce que du coup, ça veut dire que c'est des parents qui doivent faire des grands écarts pour pouvoir s'ajuster à leurs enfants qui ont des besoins très différents, très éloignés les uns des autres. Alors, sur les troubles du neurodéveloppement, on est d'accord que tous les troubles du neurodéveloppement n'ont pas la même incidence. On peut pas trop tout mélanger quand même. Bon, au début, j'ai tout mélangé parce que j'en avais pas tant que ça non plus des parents avec des troubles du neurodéveloppement. Mais du coup, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que sur les deux troubles qui vont majorer vraiment le risque de burn-out parental parmi les troubles du neurodéveloppement, c'est le trouble du langage et le TDAH. Je vois certains d'entre vous acquiescer, c'est que vous dites bah ça fait sens. Là où on était surpris, c'est que il y en a un où je m'attendais que ça ressorte et il n'est pas sorti. Trouble du spectre de l'autisme. Bah non, il n'est pas sorti. Je vous promets. Alors par contre, je nuance dans le sens où vous regardez que j'ai pas beaucoup de parents non plus. Donc je peux pas non plus généraliser ces résultats. Mais sur notre échantillon, en tout cas, les parents d'enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme sont pas ressortis comme étant plus à risque de burn-out parental que les parents qui n'avaient pas d'enfants présentant cette pathologie. Alors, sur les aspects conséquences, du coup, j'ai ce témoignage de ce papa que je trouve assez intéressant, qui dit « Tout le monde me disait que j'étais un mec en or. Je faisais toujours plus pour les enfants et je me suis progressivement épuisée. Moi, d'ordinaire calme, je me fâchais de plus en plus souvent. Le soir, j'avais besoin d'un verre pour me détendre, puis deux. Puis un jour, je me suis rendu compte que j'étais devenue dépendant. » Le burn-out parental, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas sortir. Je ne peux pas me mettre en arrêt d'être parent. Donc ça veut dire qu'il faut que je trouve d'autres solutions pour réussir à me détendre, à retrouver du plaisir. Et du coup, ça peut tomber sur certaines addictions. Ça peut tomber sur certaines addictions. Et puis il y a un autre aspect assez intéressant, c'est qu'il dit qu'il s'est fâché de plus en plus. Et on va voir qu'en termes de conséquences, ça a des conséquences comportementales sur la relation parent-enfant. Alors, il y a beaucoup moins de recherches à ce jour qui portent sur les conséquences plutôt que sur les antécédents du burn-out parental. C'est plus dur à étudier. On en a quand même quelques-unes et pour l'instant, ce qui a été mis en évidence, c'est que ça augmente énormément la culpabilité parce que le parent se rend compte qu'il fait mal et donc pour ça, il se culpabilise énormément. Il y a des fuites et des idéations suicidaires qui sont beaucoup plus importantes dans le burn-out parental que dans tous les autres troubles de l'humeur qui sont proposés, parce que justement, le suicide est la seule porte de sortie généralement étudiée, vu que je ne peux pas me mettre en arrêt de parentalité. Une réduction du bien-être global, de l'estime de soi, de la satisfaction de vie, donc ça c'est vraiment au niveau du parent et du couple, mais du coup, que ça augmente et ce qui est dramatique, c'est que ça amène des parents qui n'étaient pas violents à devenir violents avec leurs enfants. Des parents qui n'ont jamais menacé, négligé, violenté leurs enfants deviennent maltraitants envers leurs enfants. Sur ces aspects, alors, je vous ai mis le tableau, mais l'idée c'est plutôt de regarder la figure de droite.
L'idée, c'est de comprendre un petit peu comment ça se construit, comment ça amène ça. La porte d'entrée du burn-out parental, souvent, c'est plutôt l'épuisement. Si je commence d'abord par être fatiguée, à plus avoir d'énergie. Puis parce que j'ai plus d'énergie, j'arrive plus à avoir le plaisir à être avec mes enfants. Et donc là, je me rends compte que c'était pas comme ça avant. Avant, ça me faisait plaisir. Avant, même si j'étais fatiguée, quand ils me souriaient, j'étais content. Là, je le suis plus. Donc je me rends compte que je deviens différent. Et j'y arrive plus à répondre à ses attentes. J'y arrive plus à avoir la patience. Je voudrais que quand il crie, il arrête. Et donc, comme on l'a dit ce matin, quand je veux arrêter un comportement, j'arrête d'avoir des comportements de valorisation. J'ai des comportements plutôt de punition, des pratiques éducatives de contrôle. Et donc, c'est l'augmentation du risque de violence. Et comme je me rends compte qu'il y a un risque que je devienne violent avec mon enfant, et ce que je ne veux pas, je vais commencer à éviter mon enfant pour ne pas être violent avec lui. Moi, j'ai eu le cas d'une maman qui m'a dit « Non, mais en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'elle a 3 enfants, un grand et 2 jumeaux. Un des jumeaux, elle dit « Non, mais j'en pouvais plus. Je lui ai arraché sa tétine des mains. J'ai ouvert la fenêtre, je l'ai jeté par la fenêtre. » Elle me dit « En fait, je me suis dit qu'à un moment donné, valait mieux la tétine que lui. C'est vrai, j'ai validé. » Et elle me dit maintenant, en fait, je veux plus parce que j'ai peur de les frapper, j'ai peur de leur dire des choses que je ne veux pas leur dire, donc je les laisse à ma femme. Je veux pas, c'est plus simple. Elle sait. Elle sait dire les mots, elle arrive à réguler la colère, elle trouve. Mais sa femme, elle sait pas plus que elle. Et du coup, c'est quand même très embêtant. Parce que du coup, ça veut dire que sur le risque de pouvoir devenir violent, je vais confier à quelqu'un d'autre. Oui, mais c'est quelqu'un d'autre, il n'a pas forcément plus de ressources. Donc, ça fait un circuit qui ne fait pas fonctionnel. Donc, l'idée, c'est de voir aussi, on se rend compte que ces comportements de violence augmentent de manière assez dramatique, mais on voudrait voir aussi quelles sont les conséquences sur le fonctionnement de l'enfant. Alors, je vous ai dit, il y avait déjà moins de travaux sur les conséquences que sur les antécédents. Autant vous dire que les conséquences sur les enfants, on en a encore moins de travaux. Alors j'en ai quand même pu en trouver une en Chine, mais c'est pas grave parce que pour le coup, je pense que c'est tout à fait transposable à notre fonctionnement à nous. Mais à ce jour, jusqu'à il y a 6 mois, la dernière fois où j'ai cherché, c'était la dernière qui a été publiée. C'était la seule qui a été publiée, pardon. Donc là, on a l'idée, c'est que chez des mamans, mais que plus les mamans sont... Alors je vais essayer. Voilà. Plus les mamans sont en burn-out parental, plus au moment suivant, quand on leur pose comment elles fonctionnent, on se rend compte qu'elles ont des comportements hostiles envers leurs enfants. Agressifs, refus, distance, ce genre de choses. Plus elles ont cette hostilité, plus au moment suivant, les adolescents ont des problèmes de comportement internalisés, donc plus de détresse, plus d'anxiété, plus de dépression, plus d'isolement, et des comportements externalisés, eux-mêmes deviennent plus agressifs. C'est pas étonnant, hein, les enfants apprennent beaucoup en imitant leurs parents. Pas à vous que je vais apprendre ça. Donc voilà, mais là ça voit que vraiment le burn-out parental augmente ce risque-là. Sauf que là où on se remet en boucle, c'est que si on a en antécédent des enfants qui ont des difficultés de régulation émotionnelle, qui demandent beaucoup d'attention, un fort investissement, des troubles avec de multiples rendez-vous avec de professionnels qu'il faut assurer, qui augmentent le risque de burn-out parental, qui augmentent le risque des comportements inadaptés de l'enfant, c'est le serpent qui se mord la queue. On n'en finit jamais. Donc, il faut travailler à la fois sur l'accompagnement des parents en burn-out parental et aussi sur la prévention pour des parents qui seraient à risque, possiblement, d'être en burn-out parental. Donc, l'idée, c'est de toujours travailler sur la partie droite, ici, de la balance, sur les ressources, parce que dans les faits, les demandes, le fonctionnement de l'enfant, les rendez-vous qu'il faut assurer,
Je peux pas changer ça. Il faut qu'il aille voir les professionnels. Il faut qu'il continue ses prises en charge. Je peux pas réduire ça. Par contre, je peux augmenter les ressources. Je peux augmenter en donnant des ressources, en donnant des conseils sur aider les pratiques éducatives parentales. Je peux donner des ressources en aidant le parent à apprendre à réguler ses émotions, parce qu'il s'il déjà il n'arrive pas à réguler les siennes, il va avoir du mal à pouvoir réguler celles de son enfant. Je peux aider le parent à retravailler sur c'est quoi les valeurs qu'il veut transmettre à son enfant et avoir des comportements qui sont en accord avec ces valeurs. Je peux travailler sur l'enfant également pour essayer de l'aider lui à savoir exprimer ses émotions. Je peux travailler sur la communication. Je peux travailler sur la relation coparentale. Voilà. L'idée, c'est de donner des ressources pour essayer de sortir du burn-out parental et aussi possiblement de le prévenir. Et pour le coup, là, il faut vraiment qu'on travaille sur la prévention du burn-out parental parce que quand on voit à quel point les conséquences sont dramatiques pour le parent et son enfant, on se rend bien compte que là, il y a l'idée qu'il faut pas attendre que le parent soit épuisé pour intervenir. Il faut intervenir alors même que on sait pas, parce qu'il n'y a pas d'école pour être parent. Je vais pas à l'université à apprendre à être parent. Je vais pas faire une école. Donc, c'est pas facile d'accompagner les parents et il n'y a pas une bonne parentalité. C'est plein de parentalités qui sont différentes et qui peuvent être bonnes. Mais voilà, l'idée et puis l'objectif, c'est toujours d'accompagner le parent dans l'objectif que lui-même puisse accompagner son enfant. Voilà sur ces idées de prise en charge. Alors, quelques ressources qui peuvent quand même vous être intéressantes. Alors, travailler sur la répartition des tâches parentales, à la fois sur le temps et la nature des tâches parentales. Parce que moi, j'ai des parents où ils me disent « Non, mais en temps, c'est équilibré. » D'accord, mais moi, je m'occupe le matin et elle s'occupe le soir. Oui, ok, en temps, c'est pas mal. Par contre... en qualité, on est d'accord que c'est pas du tout pareil. Gérer les devoirs, rien que ça. C'est pas cool, non? Ah oui, c'est pas faux, j'avais pas pensé. Oui, voilà. Recherche de soutien instrumental, donc là notamment vous. Amélioration des pratiques éducatives parentales, je reviens pas là-dessus, ça a été très bien développé ce matin. Améliorer les compétences de régulation émotionnelle. Inscrire les tâches parentales dans le moment présent. Il y a plein de programmes de pleine conscience à destination des parents qui sont efficaces, qui marchent bien. Moi, j'aime bien. Et d'autres ressources en ligne, si vous voulez aller chercher. Alors, il y a l'Observatoire de la parentalité et du soutien parental qui existe. Je ne sais pas si vous saviez ça. Voilà, il y a un observatoire qui existe sur ces questions-là, qui présente différentes ressources. Vous avez aussi sur l'aspect burn-out parental spécifique, du coup, le site du consortium international sur le burn-out parental, avec une partie en français, qui est accessible pour les professionnels et pour les parents. Des ressources à lire, moi je vous en recommande 2 qui ont été notamment écrits par du coup Moira et Isabelle. Donc un premier qui était vraiment sur l'identification du burn-out, qui date un peu parce qu'il a été écrit assez rapidement après la première enquête internationale. Donc, tous les résultats sont pas forcément mis à jour et tout, mais c'est déjà pas mal. Ça donne des bases. Et celui-là qui est sorti un peu plus tard sur, du coup, une intervention clé en main où on peut tirer des outils pour accompagner le burn-out parental. Et si vous voulez vous former davantage, du coup, il y a le DU. Mais il y a aussi, sur le burn-out parental spécifique, Isabelle et Moira ont créé un centre de formation sur l'accompagnement du burn-out. Et bon, ça coûte un petit peu cher, mais voilà, c'est pas mal. Et du coup, il y a un registre qui reprend tous les professionnels formés par ces professionnels. Lisa, c'est ce que vous avez fait. Et c'était bien. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention. Moi, j'avais une petite question par rapport à l'étude que vous avez faite. Vos 100 parents, comment ils ont été choisis Alors, on ne choisit pas. Nous, on prend tous les parents qui ont au moins un enfant à domicile plus de la moitié de leur temps de vie de l'enfant. Voilà, ça c'est vraiment le critère d'inclusion indispensable pour pouvoir participer, quel que soit l'âge de l'enfant.
Ça arrive qu'on ait des parents de plus de 60 ans avec des enfants entre 30 et 45 ans. On les prend quand même en compte parce que du coup, s'ils ont toujours leur enfant à domicile, voilà. Et pour diffuser du coup nos études, pour essayer de recueillir un maximum de parents, on diffuse énormément sur les réseaux sociaux, sur les pages dédiées des groupes aux parents. On travaille avec des associations. En Belgique, par exemple, ils ont un très gros partenariat avec la mutuelle, la principale mutuelle. Donc, ce qui leur permet d'avoir la toute première étude. C'est la mutuelle qui a envoyé à tous leurs adhérents. Donc, ce qui a permis de toucher un maximum de monde. En France, on n'arrive pas à avoir ce partenariat. J'ai essayé avec l'assurance maladie. Ils m'ont dit oui, non. Mais du coup, voilà, on passe par les réseaux sociaux et généralement, ça va quand même. Là, sur la troisième étude qu'on a en cours au niveau international, en France, actuellement, on est à 700 parents qui ont répondu. Est-ce qu'on peut faire le lien entre burn-out parental et la méthode éducative du système d'éducation nationale d'un pays? C'est vrai que, par exemple, en France, on a des enfants qui passent énormément de temps à l'école, mais qui, par exemple, l'été, on se retrouve avec 2 mois seuls là-dessus. Honnêtement, je ne sais pas. Parce que du coup, on n'a pas pris en compte ces différences. Par contre, si on regarde, du coup, je vais peut-être pas remonter autant en arrière, mais sur les premiers graphiques que je vous ai montrés avec les cartes du monde, sur des pays qui ont du coup des programmes éducatifs, des modèles éducatifs similaires ou différents. On va pas forcément, c'est pas là qu'on va retrouver le plus de choses. Nous, sur les différences des pays qu'on a retrouvées, c'est plutôt des différences culturelles et pas forcément de l'éducation nationale, mais plutôt par exemple sur tout ce qui va être collectivisme et individualisme des parents, sur nos sociétés qui sont pas du tout construites de la même façon. Les pays jaunes, c'est essentiellement des pays qui sont plutôt sur des modèles familiaux, collectivisme, oui. Alors que les nôtres sont plutôt individualistes. Mais c'est ce que je voulais dire par là, c'est est-ce que la façon, parce que ça se façonne à l'école, ça, la façon de penser la société, non, un peu. Non, pour le coup, c'est pas l'école qui fait ça. Quelle est la différence entre l'Allemagne et la France? Tout à fait, mais vous prenez d'autres, alors qui sont en tout petit, vous voyez pas, mais Belgique par exemple, qui a pas aussi le même mode éducatif que le nôtre, pour le coup ils sont plus hauts que nous, vous voyez, donc du coup c'est d'autres paramètres que cela, mais clairement ça se questionne, oui. Après le burn-out parental dans nos CAMS, je pense qu'il pose la question des centres de répit, enfin des modalités de répit qui peuvent être proposées aux familles derrière, et en tout cas pour nous on est complètement démunis dans l'autre pour proposer des solutions. Ça, je suis d'accord. Quand j'étais étudiante, je faisais partie de l'association À part Autisme pour offrir des week-ends liberté Alors, c'était marqué week-end liberté. Moi, au début, j'ai cru que c'était le week-end liberté pour l'enfant. J'ai compris après que c'était le week-end liberté pour le parent. Mais où, du coup, les enfants sont pris en week-end, 3-4 enfants avec 3-4 éducateurs pour pouvoir partir sur un week-end de 2 ou 3 jours.